je vais m'occuper des cerises parce que c'est un peu dangereux la machine pour enlever les noyaux, d'accord? Et d'abord d'enlever les tiges. Oui, je vais enlever les tiges aussi. Toi, je te laisse t'occuper des groseilles? Oui, j'enlève les tiges. Voilà. Et tu me montres comment faire la machine. Oui, il faut enlever vraiment chaque grain. Il faut pas laisser la petite tige verte sur le fruit. Et après, Ok. je les mets par terre. Oui, je vais te donner un récipient si tu veux. Et la grappe, je les mets Voilà, la là. tige au compost. Et toi aussi. Pareil. Il y avait une grappe de cerise là et je l'ai mis dans le compost. Voilà, je te mets là pour mettre les fruits. Voilà. Toi, tu le mettras tout de suite là-dedans. C'est ça. Et moi, je vais utiliser la machine pour enlever les noyaux sans m'embêter avec le couteau pour ouvrir les fruits. Hop. Tu me fais confiance. Ah bah oui, je te fais confiance, hein. Parce qu'on va pas mettre des tiges dans la confiture quand même. Hein. Ça va pas être bon. Et toi, tu me fais confiance pour ne pas oublier de noyaux dans la confiture? Oui. Ouais. Ça va, j'en oublie pas d'habitude? D'habitude, quand tu les cuis, il faut que tu récupères plein parce que t'en as plein que t'as oublié. C'est parce que l'année dernière, on a testé la machine pour la première fois. Tu sais quoi? Je vais prendre une assiette. Moi aussi. Tu vois, c'est la deuxième fois que j'utilise cette machine et j'ai oublié comment elle fonctionne. Alors, hop. Donc là, j'en ai fait 3. Je suis censée avoir 3 noyaux. Bah, pour l'instant, tu vois, ça fonctionne bien. Il y en a plus que 3 des noyaux. Il y en a 2 dans les cerises. Non, il n'y a pas 2 noyaux dans les cerises. Alors que il y en a plus alors que t'en as fait pas beaucoup. Je ne sais pas. C'est peut-être le jus, tu sais, qui gicle. Regarde, il y en a beaucoup alors que t'en as pas fait beaucoup là. Ah bah oui, c'est vrai. T'as mis quoi dedans? Oups. Je mets mes queues chez toi. Ah là là. Attends, je vais mettre les queues de cerises dans le compost. Je me suis trompée. Chez toi, c'est les groseilles, c'est pas le compost. Heureusement que t'es là, hein. J'ai même pas remarqué. Mais à quoi là? Mais oui, mon bébé. Et ben alors? Hello tout le monde. Je vous retrouve pour une lecture, plus précisément la lecture du sabbat qui a lieu au début du mois d'août. Comme je vous en avais déjà parlé lors du dernier sabbat qui était celui de l'Ita pour le solstice d'été. Cette fois-ci, je vous retrouve au jardin avec les oiseaux. On parle de cueillettes, de fruits rouges, les fruits de saison pour pouvoir préparer une bonne confiture. Donc sur le même principe que d'habitude, un petit moment en cuisine et puis ensuite quelques explications autour du sabbat.
Alors c'est parti, j'ai ramené 3 livres et on commence tout de suite avec le traité. Alors, est-ce que j'avais mis un marque-page la dernière fois? Les plantes, les pierres. Où sont les sabbats? Ils sont là. Alors, aujourd'hui on va parler de Lughnasadh. Entre le 31 juillet et le 1er août. Donc voilà. J'avais en tête que c'était début août, mais ça colle aussi avec fin juillet. Alors, c'est le sabbat de la générosité. Lughnasadh est la fête des premières récoltes et des moissons dont le fourrage sera réservé aux bêtes durant l'hiver. Le grand Dieu vieillit, ses forces décroissent à mesure que les jours raccourcissent. La déesse mère, toute à la joie de porter en elle l'enfant Dieu, s'attriste de voir l'incarnation première de celui-ci se préparer au voyage vers l'autre monde. Le cycle de la vie se perpétue, tout naît, tout mûrit, tout décline, tout meurt pour renaître. Chaque repas de cette journée est sacré. La nourriture contient tout l'amour, la générosité et le sacrifice du grand Dieu. Les festins se partagent dans l'hospitalité et la joie. Des jeux sont organisés pour tous, sous les chants contant les histoires d'antan. Les femmes tressent des talismans et des amulettes puissantes avec les tiges de blé et d'orge moissonnées. Activité. Au cours de ce sabbat, la sorcière met à l'honneur le blé, symbole solaire de fertilité et d'abondance. Cueillez 7 brins de blé que vous attachez ensemble à l'aide d'un ruban rouge et que vous conserverez dans un vase toute l'année à venir afin que son foyer soit béni des dieux et ne manque jamais de rien. Dans la même intention, tressez des poupées de blé et de paille pour vous et vos proches que vous bénirez lors de votre rituel. Pour rendre hommage au grand dieu déclinant, confectionnez du pain avec de la farine de blé. C'est l'occasion de pratiquer de la magie culinaire. Ajoutez quelques graines dans des intentions d'abondance, telles que les graines de tournesol, de lin ou de sésame. Vous pouvez également invoquer la protection en traçant un pentacle sur votre pâte avant la cuisson. Enfin, vous pouvez également servir les tranches de ce pain magique avec une compotée de mûres récoltée le jour même. Fêter Lughnasadh, c'est aussi s'amuser et rire pour envoyer force et courage à la déesse mère et amour et gratitude au grand Dieu. Vous pouvez organiser des jeux d'eau tels que les joutes de lutte dans une rivière ou un ruisseau, ou encore le jeu de la galoche. Vous pouvez également organiser des défis comme l'arraché de bâton, le tir à la corde, le lancer de poids et pourquoi pas une partie de Colin-Maillard. Alors à Lughnasadh, on nous parle de cueillette rituelle. Ça va être le moment propice pour pouvoir cueillir toutes les plantes dont on a besoin. Et on a un petit encadré qui s'intitule « Respect », je vais vous le lire. Avant de cueillir une plante, vous pouvez réciter une incantation que vous aurez pris soin de penser et d'écrire avec vos propres mots. Cueillez votre plante en conscience, avec respect et bienveillance. Profitez de la chaleur, du soleil et appréciez les dernières semaines d'été avant que l'automne ne prenne place. Au niveau des correspondances, dans les couleurs, on va avoir le jaune, l'orange, le rouge, le vert foncé. Pour les plantes, on va avoir les céréales, le maïs, le raisin, le mûrier, la rose, la belladone, l'absinthe, la morelle douce amère. Pour les arbres, ce sera le pommier, le poirier, le noisetier et le noyer. Pour les pierres, on aura la malachite, le jaspe rouge, le jade, la citrine, le péridot et l'or. Et pour les animaux, on a le taureau, le sanglier, le faisan et le coq.
On va mettre ça de côté et je vais prendre mon petit livre, donc Petit rituel de magie. Comme toujours, je vous propose 2 lectures pour avoir des mots différents qui vous parlent peut-être plus. Alors, Lughnasadh. Ce sabbat qui a lieu le 1er août est dédié à Lugh, le dieu celte du soleil, qui a enseigné aux hommes comment labourer, semer et récolter. Un peu d'histoire. Lughnasadh est la fête des premières récoltes de grains qui serviront à réaliser la farine du pain. Lors de cette fête, les Gaulois réalisaient des poupées en paille de blé, appelées filles du blé, qui étaient conservées toute l'année comme talisman. Lughnasadh fait partie des 3 sabbats consacrés aux récoltes. Il symbolise le soulagement, l'abondance des récoltes, l'approche du début de l'automne et la fertilité de la terre. En gage de reconnaissance, on donne en offrande une partie de notre récolte. Lughnasadh représente aussi l'amitié, la paix, l'abondance et la prospérité. Chez les Celtes, c'est un moment de convivialité lors duquel on célèbre la communauté et pendant lequel on exprime des vœux de prospérité au soleil. Pourquoi célèbre-t-on Lughnasadh ? Lors de ce sabbat, on célèbre l'abondance, la gratitude, l'introspection, la prospérité, nos ancêtres et le sacrifice. C'est le moment idéal pour se reconnecter à soi, être reconnaissant envers nous-mêmes et envoyer des pensées de gratitude à la nature et à nos proches. C'est aussi le moment de faire du tri, de nettoyer, de purifier notre environnement, mais aussi notre cœur et notre esprit. Ce travail d'introspection permet de laisser derrière nous tout ce qui devenait trop pesant. Il est important d'ouvrir notre cœur, de passer du temps avec nos amis et notre famille, de faire table rase du passé. Cette période nous invite à nous connecter au ciel et à s'intéresser à l'astrologie et l'astronomie. Et voilà pour Lughnasadh. Prochain rendez-vous pour l'équinoxe d'automne qui se prénomme Mabon dans les sabbats. Alors j'ai ramené le grand livre des plantes de sorcières comme je vous ai montré en fait à Alita. Je vais vous montrer les plantes du mois d'août et puis ensuite je vous retrouverai en cuisine pour voir l'avancée de ma confiture de cerises et de groseilles. Donc le mois dernier, en été, on a fini sur la sauge officinale. Je dis le mois dernier parce qu'il y a marqué juillet, mais je vous l'ai lu en juin. Et donc là, on arrive au grimoire d'août avec l'angélique. L'arc-angélique serait la plante la plus détestée des démons. C'est cette réputation magique qui fit que les moines se mirent à la cultiver dans tous les monastères. Bien plus tard, ils l'utilisèrent pour fabriquer leur célèbre liqueur. L'herbe aux anges est aussi associée au courage et à la droiture morale. Ensuite, on a la camomille romaine. Le parfum pénétrant de la camomille romaine a longtemps été utilisé pour séduire l'être désiré, attirer le bonheur et l'argent, mais aussi pour faciliter le sommeil des enfants. Il permettrait également aux druides d'entrer en méditation. Plongez dans un bain de camomille pour ouvrir votre 3e chakra et purifier votre aura. Ensuite, on a le houblon. Le houblon est une liane autrefois cultivée dans tous les monastères pour calmer les ardeurs des moines. Elle est ensuite devenue une plante industrielle pour ses étranges fleurs à la saveur amère, très rafraîchissante, qui entre dans la fabrication de la bière. Pour un sommeil réparateur, glissez dans votre oreiller 2 parts de houblon, une part de pétales de rose et une part de pétales de souci officinal.
La jusquiame noire. La jusquiame noire est une espèce peu engageante. Aucun animal n'y touche. Même les abeilles évitent ses fleurs pourtant riches en nectar. Extrêmement toxique, voire mortelle, rien d'étonnant à ce qu'on lui ait prêté des vertus maléfiques. Et du coup, avant on avait aussi la petite tête de mort. Donc ils nous disent attention, danger, il faut faire attention lorsqu'on reste longtemps en contact avec du houblon en fleurs. Respirer la poussière résineuse des cônes à dose très élevée peut provoquer des engourdissements dangereux, des conjonctivites et des maux de tête. Le contact avec la peau est irritant pour les muqueuses et très nocif pour les yeux. Donc il faut se méfier. La jusquiame noire est mortelle, du coup, extrêmement toxique, voire mortelle. Ensuite, on a la lavande, forcément. En Provence, les lavandes forment de larges étendues appelées bayas, étant le nom provençal de la lavande. En plein été, elles bruissent du vol des abeilles venant récolter le nectar des fleurs au puissant parfum camphré. Ensuite, on a la menthe poivrée. Alors, elle a une double réputation. Le parfum épicé de ses feuilles l'a souvent associée à la sexualité, et à l'opposé, le fait que ses fleurs ne donnent jamais de graines l'a rangée parmi les plantes, entraînant la stérilité et la mort. Glissez de la menthe dans le sac où vous conservez vos cartes de tarot ou vos runes pour que ces dernières conservent une énergie pure. La ronce. Avant de devenir une mauvaise herbe envahissante et difficile à éradiquer, la ronce était le signe d'une terre riche pour les paysans. En magie, c'était une plante utilisée lors des cérémonies de mariage, notamment pour être certain de la virginité de la jeune mariée. La tarte au mûr est un mets de choix pour célébrer le Knassat, fête des premières récoltes. Bon, alors par chez nous, en Alsace, elles ne sont pas encore mûres pour une récolte. La rue. Adorée des orientaux, détestée des autres, la rue a toujours été réputée pour protéger des maléfices et pour ses pouvoirs abortifs. Ceux qui l'utilisaient savaient que son efficacité serait d'autant plus forte si la plante était dérobée. Donc on peut reconnaître le symbole de la tête de mort qui montre que c'est une plante dangereuse. Le contact avec les fleurs de rue, suivi d'une exposition au soleil, entraîne une réaction cutanée. Il est déconseillé aux femmes enceintes de consommer cette plante en raison de ses propriétés abortives. La sarriette vivace, qu'il ne faut pas confondre avec la sarriette annuelle, cultivée comme aromate, est depuis toujours une plante réputée comme un puissant aphrodisiaque, permettant même de lutter contre l'impuissance et la frigidité. On utilise essentiellement les feuilles et les sommités fleuries de la sarriette. Bonjour petite abeille. Le chardon-marie, ce sont essentiellement les tiges et les fibres du chardon-marie qui sont utilisées en sorcellerie et par les sourciers. On en fait des bâtons magiques et les fibres ont longtemps servi à fabriquer des vêtements protecteurs. Pour élever les vibrations d'une pièce, on peut y placer un panier d'osier rempli de 13 têtes de chardon. Le sorbier des oiseleurs. Il a des fruits rouges très recherchés par les oiseaux. C'est un arbre lié à la fois à l'immortalité et à la mort. Il est très souvent planté dans les cimetières afin de s'assurer que les morts ne quittent pas leur tombe. Pour faire de la confiture ou de l'eau de vie avec les fruits du sorbier, ôtez préalablement les graines qui sont toxiques. Et la dernière plante du grimoire d'août, le thym commun. Aromate symbole du midi et de la cuisine méditerranéenne,
le thym a longtemps servi de messager amoureux de la part des jeunes filles. Il était en revanche parfois utilisé par les jeunes hommes pour lancer des accusations bien injurieuses. Contre les maux de l'hiver, buvez une tasse de tisane de thym 3 fois par jour dès les premiers symptômes. Vous pouvez la sucrer avec du miel de thym pour décupler ses effets. J'espère que cette lecture sur le sabbat de Lughnasadh vous aura appris quelques petites choses. Moi, je vais vous retrouver pour le sabbat du coup de l'équinoxe d'automne qui s'appelle Mabon, si vous avez bien écouté quand je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais aller terminer ma confiture et puis je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous.